Interpol, mythique police mondiale, deuxième organisation internationale après l'ONU et dont le siège est à Lyon depuis plus de 30 ans, est-elle aussi libre et indépendante qu'elle devrait l'être? Il aura fallu 5 années d'enquête aux auteurs d'un documentaire présenté ce soir en avant-première à Lyon pour apporter des réponses à cette question dérangeante. Interpol, une police sous influence, c'est le titre de votre enquête. Samuel Laju et Robert Schmitt, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes respectivement le réalisateur et l'un des auteurs de ce documentaire. C'est un travail collectif, ça c'est important, et de longue haleine, et je le disais, ça fait 5 ans en fait que vous êtes parti d'une enquête que vous aviez fait pour nos confrères de Lyon Capitale. C'est ça, on a commencé fin 2012 avec une enquête pour Lyon Capital et pour Die Zeit en Allemagne. Et on a découvert qu'Interpol est en partie cofinancé par le secteur privé, ce qui nous a étonnés. C'est quand même une grosse surprise. Alors on va y revenir. Juste Samuel, vous êtes le réalisateur. Comment est-ce que vous avez travaillé avec les journalistes ? Moi, on va dire, ma tâche était facile. Je me suis basé sur leur enquête, leur découverte, et j'ai essayé de mettre tout ça dans une histoire, dans une narration, pour rendre le propos le plus intéressant et le plus clair possible. Et il l'est, je vous le confirme, mais il est un petit peu inquiétant. Je voudrais qu'on voit tout de suite un extrait du début de votre enquête qui pose clairement la problématique. Regardez. L'organisation jouit d'une belle aura, d'un prestige certain. Mais qu'en savons-nous ? Il y a un mythe, Interpol. Ce qui peut nous servir, moi je détruis jamais les mythes. En réalité, il n'existe pas d'agent d'Interpol sautant de toit en toit et arrêtant les gens à la Tom Cruise. La réalité est bien plus mécanique et complexe. Bien loin du mythe, Interpol a une mission, coordonner les échanges d'informations entre les services de police de ses 192 pays membres. Mais avec tant d'États, plus ou moins démocratiques, aux législations et aux intérêts souvent divergents, l'organisation policière internationale peut-elle être instrumentalisée ? Interpol souffre d'un budget totalement insuffisant par rapport à ses ambitions. Elle se lance alors en 2011 dans des partenariats financiers avec des multinationales, des institutions, des États. Se pose alors la question de l'utilisation de ces fonds. Jugée partie, l'organisation policière peut-elle conserver son intégrité ? Peut-elle échapper au conflit d'intérêts ? Alors le problème fondamental d'Interpol, c'est depuis l'origine, son manque de financement. Je le disais, c'est la deuxième organisation internationale après l'ONU. Elle a un budget de 50 millions d'euros, c'est absolument par an, ce qui est ridicule, on peut le dire. Le budget actuel, c'est 127 millions d'euros, dont 50 millions d'euros qui viennent des États membres. Et c'est justement là où il y a le problème. Donc Interpol peut se financer jusqu'à la moitié par des contributions extra-budgétaires, donc du FBI par exemple, ou de l'ONU ou de l'Union européenne. Mais elle peut recevoir aussi des contributions des entreprises. Alors ça, c'est relativement récent, j'ai envie de dire, dans l'histoire d'Interpol. Ça commence après le 11 septembre, où le secrétaire général d'Interpol réalise qu'en fait, il est complètement en dehors de la boucle policière mondiale sur cet événement. Oui, moi, ça, c'est un extrait, une archive qu'on a retrouvée et que j'ai trouvé complètement ahurissante. C'est Ronald Noble, donc le secrétaire général de l'époque, qui revient sur le 11 septembre et qui explique qu'il est à Lyon et qu'il apprend que les attentats ont eu lieu parce qu'il reçoit un coup de fil de son frère. Donc quasiment par la télévision, quoi. Voilà. Et donc eux, en tant qu'institution et organisme de police internationale, ne sont absolument pas contactés au moment des attentats. Alors ils décident donc à ce moment-là d'élargir la surface financière d'Interpol pour pouvoir mener des actions à la hauteur de ce qu'ils souhaitent faire aussi de cette organisation. Et à partir de 2010, donc sont signés ces fameux partenariats public-privé. Et le premier, il est signé avec la FIFA, la Fédération internationale de football, qui n'est pas forcément l'organisation qui a la meilleure réputation au plan mondial. Oui, effectivement, c'est pour ça aussi, ce même partenariat signé en 2011 s'est fait arrêter quelques années plus tard parce qu'Interpol se voyait dans la position de mettre des notices rouges sur des cadres de la FIFA ou des anciens cadres de la FIFA. Et donc c'est l'actualité brûlante qui a poussé Interpol à enfin découvrir qu'il y a des lourds conflits d'intérêts
dans ce partenariat. À l'origine, ce partenariat avec la FIFA, il est fait pour lutter contre les matchs truqués, c'est ça? Mais c'est quand même curieux. C'est un partenariat sur l'intégrité dans le sport et Interpol aurait dû connaître l'existence du FBI déjà en cours, aurait dû savoir. Non, il y avait une enquête du FBI en cours sur la FIFA. Voilà. Sur la FIFA, donc Interpol aurait dû connaître toutes les casseroles de la FIFA avant de signer ce partenariat sur 20 millions d'euros. Deuxième partenariat, c'est avec un cigarettier, Philip Morris International. Là aussi, les cigarettiers, enfin je veux dire, on n'en a pas forcément une image extrêmement nette. Le problème avec l'industrie du tabac, c'est qu'elle-même était complice de trafiquants de cigarettes dans les années 90. Elle n'était jamais condamnée parce qu'elle a fait économie d'un procès, mais il y a des documents, il y avait un procès en États-Unis, donc c'est connu. Alors aujourd'hui, il y a aussi un autre aspect qui sont les dotations de certains États membres. Toujours, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Donc pour récupérer de l'argent, le problème c'est qu'Interpol publie ces fameuses notices rouges. Juste, Robert, un point, qu'est-ce que c'est qu'une notice rouge ? Une notice rouge, c'est un signal d'alerte qui permet aux membres d'Interpol de savoir, de rechercher ensemble un fugitif, un criminel partout dans le monde. Ça déclenche la traque planétaire sur des criminels. Alors Samuel, le problème de ces dotations de certains États membres, c'est que parmi ces notices rouges, il y a des criminels, mais il y en a 2% qui sont en fait des opposants politiques dans certains pays. Voilà, c'est dans l'entretien qui a été conduit, le secrétaire général d'Interpol actuel, Jürgen Stock, nous dit qu'effectivement, il y a 1 à 2% de ces notices rouges qui sont émises donc par Interpol, qui sont sujettes à caution. Et il y a plusieurs États, dont la Turquie, la Chine et d'autres, qui utilisent Interpol et ces notices rouges pour traquer les dissidents, les opposants politiques. Donc aujourd'hui, et c'est la conclusion, parce que votre documentaire est absolument passionnant, mais il est assez effrayant. Est-ce qu'Interpol peut sortir de cette espèce de conflit d'intérêts permanent ? Interpol a la possibilité de sortir de ce conflit en se limitant sur ses missions phares déjà, parce que elle a toujours un partenariat avec une grande organisation sportive, avec le CIO dans ce cas, qui a remplacé la FIFA. Donc Interpol pourrait mettre un point sur cette coopération et pourrait sortir de ce partenariat et des missions qui ne sont pas leur mission originaire. Oui. Merci beaucoup à vous deux, le temps passe très vite. Donc Interpol, une police sous influence, produit par Cocotte Minute Productions, qui est une boîte de production lyonnaise. Ce soir, en avant-première au Comédia à Lyon et en diffusion sur Arte mardi prochain à 20h50. Ne le loupez pas.